Donc, bonjour tout le monde. Donc, merci d'être venu pour notre troisième webinaire dans la série CSRD. Donc, cette fois-ci, c'est sur le ESRS E1. Il faut être précis à chaque fois sur le changement climatique et le dialogue social. Et nous sommes à nouveau avec Naji Goubi, qui est expert senior chez Ethics Orceo, et Ute Meijenberg, secrétaire nationale de la CFDT Cadre. Et voilà, donc merci d'être là. Et on va peut-être commencer avec notre réunion. Je vous dis très rapidement le plan. Ce sera donc une introduction qui va montrer que les risques, la transition écologique est vraiment quelque chose. Il faut faire bien attention de garder cette transition juste, c'est-à-dire équitable et socialement acceptable aussi. Ensuite, on va parler du dialogue sur le climat qu'on a donc dans notre droit du travail. Ensuite, l'impact de l'entreprise sur le climat et l'impact sur le changement climatique sur l'entreprise. Donc, c'est à nouveau cette double matérialité qui va être explicitée ici avec vraiment l'exemple du climat. On va parler des plans de transition climatique qui sont un petit peu le cœur du réacteur de toute cette norme. L'adaptation au changement climatique et finalement l'intégration des performances en matière de durabilité dans les mécanismes de rémunération, ce qui est aussi une grande incitation du coup pour notamment les chefs d'entreprise, les dirigeants, de s'occuper du climat, ce qui est quand même une urgence extrêmement importante. Nadji, je crois que tu peux commencer oui, je vais partager la présentation tu me dis si c'est bon. Oui, c'est bon, moi je le vois, okay. Donc je pense que tout le monde doit le voir. Okay. Donc, en fait, nous avons commencé donc, en disant le World Economic Forum, c'est le forum de Davos, où se réunissent donc des chefs d'État, des chefs d'entreprise, etc. Et dans le rapport de cette année, on voit bien qu'en fait, le climat est une des premières préoccupations à 10 ans. Donc, c'est le pavé à droite, 10 ans. Donc, ce sont vraiment les conditions extrêmes du climat sur le système de la Terre, en fait, les limites planétaires, en quelque sorte, et la biodiversité. À l'horizon de 2 ans, il y a également donc une très grande préoccupation par rapport à la désinformation. Mais en deuxième directement viennent toutes les conditions climatiques. Donc, on voit c'est essentiellement à 10 ans vraiment une préoccupation majeure. On peut passer. Donc, des dirigeants, enfin de tout le monde un peu. Et on voit aussi que le climat, en fait, l'empreinte carbone n'est pas identique selon le revenu. C'est-à-dire que les plus grands pollueurs sont les personnes dans les déciles les plus élevés. Ils consomment quasiment un tiers de plus que les déciles les plus bas, c'est-à-dire les riches, en fait, consomment beaucoup. Notamment, on voit ça, les deux pavés bleu clair et bleu foncé, ce sont les transports. Alors, à la fois les émissions directes, c'est-à-dire les voitures, et deuxièmement, les émissions indirectes, donc tous les transports qu'on prend autrement, et notamment l'avion, évidemment. Ensuite, évidemment, aussi tout ce qui est biens de consommation, là aussi, ce sont les plus hauts revenus qui consomment le plus. Et finalement, on voit l'orange, ce sont des services. Alors, les services violets, ce sont des services d'État, services publics, qui sont à peu près équivalents pour tout le monde. Mais les services privés, à nouveau, ceux qui ont le plus consomment le plus et donc polluent le plus. Voilà. D'où cette très, très forte préoccupation pour l'équité dans la transition écologique. Tu peux passer le slide suivant. Alors, ces slides-là, les deux, non, celui d'avant. Les deux, en fait, celui-là et celui d'avant, ils viennent d'une source, enfin, de France Stratégie. C'est pas une source syndicale. Hein. Et ça vient du rapport de mai 2023
les incidences climatiques de l'action sur le climat par France Stratégie. Donc, c'est quand même une source fiable et qui, jusqu'à présent, n'a pas été vraiment… enfin, il n'y a pas vraiment de nouveauté par rapport à ce rapport que je vous invite à lire si jamais vous en avez envie. Ils sont déclinés ensuite dans plusieurs catégories, dont un, par exemple, sur les emplois. Le slide suivant montre en fait que finalement, il y a assez peu de secteurs. Les secteurs les plus émetteurs sont donc la coquefaction, le transport aérien et par l'eau, la métallurgie, traitement des déchets, minéraux non métalliques, la chimie, l'énergie et l'agriculture. Ils n'ont que 10% des emplois. Donc, on voit en fait sur leurs données, il y a donc tous les secteurs et sur l'abscisse, on voit que c'est donc les émissions de gaz en effet de serre qui montent en flèche pour ces 10 secteurs. Ceci étant, ça ne veut pas dire que les secteurs qui sont moins émetteurs ne consomment pas, enfin, ne produisent pas des biens qui eux-mêmes émettent des gaz à effet de serre. C'est par exemple le cas des moteurs thermiques où, et même si le produit n'est pas directement émetteur, ben, en fait, peut-être son utilisation peut l'être. Et ensuite, même s'il n'y a que 10% des emplois qui sont donc concernés par les secteurs les plus concernés, les plus émetteurs, si jamais il y a des réallocations entre embauche et licenciement à cause des plans sociaux, ils se font difficilement. Donc, il faut vraiment réfléchir aussi aux réallocations. La CFDT a fait cet exercice récemment dans le groupe qui s'occupe de la transition écologique en regardant quelles sont les incidences sur l'emploi. Il y a un rapport spécifique dans les incidences économiques de l'action sur le climat de France Stratégie, sur l'emploi également. Voilà, donc il faut vraiment toujours avoir en tête que les emplois seront quand même affectés, même si, comme ça, sur les slides, on n'a pas l'impression qu'il y en a tant que ça. Le slide suivant, on va faire un petit rappel que les normes, en fait, font partie d'un corpus de normes. On en a déjà parlé dans les derniers webinaires. C'est donc tout d'abord la taxonomie qui classe les activités en contribuant substantiellement au changement climatique ou pas. Il y a des obligations d'information. Nous sommes en plein dedans avec la CSRD, mais il y a aussi des obligations d'information spécifiques au secteur financier et des outils. Donc, à la fois une directive qui s'appelle Benchmark, en fait, qui veut allouer qui donne des indicateurs pour des financements quand les financements respectent les accords, les objectifs de l'accord de Paris et une norme sur les obligations vertes. Et pour finir l'introduction, en fait, on va aller sur les normes et on va vous montrer dans les 12 normes où elles qu'on se trouve. Donc, la dernière fois, on a parlé des ESRS 1 et ESRS 2, donc des principes généraux, comment on fait le rapport et des informations générales qu'il faut donner, donc les informations non soumises à l'analyse de durabilité, de matérialité, pardon. La norme ESRS E1, c'est celle dont on parle aujourd'hui, c'est vraiment la norme principale, la plus importante en fait, et celle qui est pas vraiment soumise à une analyse de matérialité. Il faut expliquer cette norme de toute façon, à moins qu'on ait une bonne raison de ne pas s'occuper de la transition écologique. Mais a priori, c'est une norme qui est obligatoire. Donc, on sera sur cette norme-là aujourd'hui et tu peux continuer. Je vais juste dire, en fait, comment dialoguer sur le climat. Donc, en fait, en France, on avait déjà des textes, en fait, au moins depuis 2019, mais même bien avant. Il y a la loi énergie-climat de 2019. Il y a la loi climat et résilience, la loi de programmation sur l'énergie et le climat, la stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie. On ne va pas les égrener, mais en fait, ce sont des choses qui, en France, existaient déjà, qui renforcent, en fait, qui sont
plus ou moins couverts par cette nouvelle norme. Donc, on avait déjà un certain nombre de données, d'où c'était une norme qui n'était pas tellement controversée quand on a donné des les, quand on a commenté les normes au niveau de la France, en fait, c'était une norme qui était plutôt universellement acceptée, vu l'urgence climatique aussi. Et donc, au niveau des employés, comme en fait, il faut vraiment mettre tout le monde en état de marche. Donc, les salariés ont aussi eu des prérogatives, parce que si on a des prérogatives pour discuter sur le climat, c'est pas pour rien, c'est pas pour qu'on puisse avoir un nouveau sujet, mais c'est parce que vraiment, il faut embarquer tout le monde, donc y compris les représentants des salariés et évidemment aussi tous les salariés, outre les entreprises elles-mêmes, sous différentes formes. Et on verra ça aussi, donc d'une part, sur cette norme qui est plus stratégique, mais après, on verra aussi qu'il y a d'autres implications. Donc, si tu peux aller sur le prochain slide, et j'en ai terminé après, donc qui donne donc les salariés sont partie prenante en interne dans l'entreprise, et donc le code du travail consacre le rôle du CSE à la fois pour la défense des intérêts, mais aussi quand même pour embarquer tout le monde, hein, parce que c'est pas que pour défendre les intérêts. Enfin, si l'État nous donne ces prérogatives-là, c'est aussi parce qu'il a besoin de nous. Ensuite, la loi climat et résilience du 22 août 2021 introduit cette notion environnementale dans le dialogue social, où dans les CSE, on s'est longtemps, enfin, pendant quelques temps, un petit peu demandé comment on va faire. Maintenant, on a des outils, donc entre autres avec la CSRD, mais on a aussi l'accord national interprofessionnel, évidemment, qui donne quand même beaucoup, beaucoup de moyens et d'idées, comment commencer ce dialogue. Et je fais toujours référence à ça parce que je trouve que c'est quand même un accord qui est plutôt génial. Et bah maintenant, donc la CSRD, c'est donc l'objet de notre discussion. Et Nadji, je te passe la parole pour parler des 3 consultations. Donc, en fait, la transposition de la CSRD en France a donné des droits au CSE au niveau entreprise à discuter sur la CSRD qui, elle, donne des données au niveau groupe. Nous sommes en ce moment en train de réfléchir comment faire pour élever ça au niveau groupe et au niveau des comités européens, parce que c'est vraiment là où il y a un besoin. Et si parmi les auditeurs ici, il y a quelqu'un qui a des contacts avec un comité européen, ce serait bien si vous pouviez nous donner les informations aussi par rapport à ça, parce que ça nous permet de éventuellement, enfin, de remonter ça déjà à la Confédération et du coup de faire un peu pression sur quelque chose qu'on a qui n'est pas dans la loi française en ce moment, mais que certaines entreprises sont tout à fait prêtes à donner parce que c'est complètement logique. Ce sont vraiment des données à la fois consolidées et puis en même temps, si le groupe est au niveau transnational, évidemment aussi européen, voire plus. Donc, on aurait tout intérêt à faire ça. Et voilà, Nadji, je te laisse la parole sur ce cœur du réacteur. Ça marche. Pour faire la transition et pour compléter sur ce qui vient d'être évoqué, hein, donc, où te le disais, la CSRD introduit un droit du CSE à une information consultation sur le contenu du reporting de durabilité. On en a déjà un peu parlé dans le cadre du webinaire précédent, mais c'est un sujet qui est particulièrement important et qui fait lien avec tous les autres points qui sont sur cette même page, hein. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, il est important quand même de se rappeler que le CSE est un acteur de la durabilité depuis bien longtemps. C'est-à-dire que les prérogatives exercées en matière de santé et sécurité au travail, en matière sociale, sont des thèmes aujourd'hui qui sont reconnus de durabilité, hein. C'est pour ça aussi qu'on considère que les salariés sont une partie prenante, c'est une partie prenante interne de l'entreprise et du coup, ce rôle-là est consacré par la CSRD qui introduit du coup une information consultation du CSE dans le cadre des consultations récurrentes. Donc il y a 3 consultations récurrentes, hein, la situation économique et financière, les orientations stratégiques et la politique sociale. Comme on est sur un reporting CSRD, on l'a déjà dit, on le redit, qui est sur du passé, puisqu'on regarde finalement, on fait un bilan de la situation aujourd'hui avec un certain nombre d'indicateurs. Je rappelle un point qu'on a déjà évoqué aussi. Dans sa vision la plus large, hein, si une entreprise devait considérer que tous les sujets étaient matériels, c'est près de 1100 indicateurs qui devraient être publiés.
Donc c'est un travail énorme, hein, ne serait-ce que pour identifier ce qui est nécessaire en matière de communication au global. Mais aussi, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que à chaque fois, on parle de métriques. Donc, le métrique, ça, c'est plutôt le passé, et les cibles, et on parle du futur. Donc, du coup, si on regarde, entre guillemets, la décomposition logique de ce reporting-là, à partir du moment où le texte de la transposition prévoit que eh bien, le sujet peut être traité dans les consultations récurrentes sans plus de précision, ça veut dire qu'entre guillemets, on pourrait séparer, ou en tout cas répartir les différents sujets qui sont dans le reporting de durabilité entre les trois consultations. Donc, si on prend le sujet environnemental, on a imaginé une répartition entre les trois consultations récurrentes qui pourrait être la suivante, celle qu'on propose ici, mais ça peut être différent, hein. Regardez dans la situation économique et financière le bilan des impacts environnementaux qui sont liés à l'activité de l'entreprise, puisque c'est l'activité qui fait les résultats. C'est l'activité qui génère le chiffre d'affaires, c'est elle qui fait les résultats, mais c'est elle aussi qui génère les émissions de gaz à effet de serre et tous les autres impacts environnementaux. Donc, logiquement, on la verrait dans le cadre de la situation économique et financière, de même que les impacts financiers seraient associés, seraient regardés à ce niveau-là, puisque les résultats sont étudiés de manière naturelle dans cette consultation. Les orientations stratégiques sont l'occasion généralement de regarder le futur et donc il y a tout un ensemble de sujets qui sont prévus dans le cadre de la norme sur la transition climatique qui pourraient être regardés. Bah, les risques et les opportunités, hein. Qui dit risque et opportunité dit probabilité que ça se produise ou pas, donc on fait référence à des événements futurs. Typiquement, c'est un sujet d'orientation stratégique. Comment est-ce que l'entreprise intègre ces risques-là dans sa stratégie et comment elle s'y adapte? Des plans de transition, puisque aujourd'hui on dit que l'Union européenne a un objectif de neutralité carbone à l'horizon de 2050. Comment est-ce que les entreprises se mettent en ordre de bataille pour participer à l'atteinte de cet objectif-là? Et donc, il y a des plans de transition qui sont censés être mis en place. On a une partie dédiée qu'on verra par la suite. Et puis, une orientation stratégique, c'est généralement, quand on parle d'orientation stratégique, c'est aussi les conséquences sur l'emploi. Ben, c'est les plans de transition, comment est-ce qu'on accompagne les conséquences sociales qui peuvent être particulièrement fortes dans certains secteurs d'activité. On ne fabrique pas une voiture électrique de la même manière qu'une voiture thermique. Les batteries électriques nécessitent notamment des composants qui sont différents de ce qu'on a dans une batterie d'un moteur thermique, et donc du coup les compétences sont aussi différentes potentiellement, ce qui fait voilà, il y a un vrai sujet en la matière, il y a des métiers dans lesquels il y aura éventuellement une recul des emplois potentiellement dans le futur, d'autres dans lesquels il y aura des créations d'emplois, comment est-ce qu'on fait pour accompagner les reconversions dans ces structures, etc. Il y a tout un enjeu autour de ces sujets-là qui peut être traité dans les orientations stratégiques. Et puis, les missions politiques sociales peuvent être l'occasion de voir justement, au regard de la situation observée à aujourd'hui dans le cadre de la situation économique, ben, finalement, quels sont les enjeux en termes d'emploi? C'est-à-dire qu'une entreprise aujourd'hui qui a lancé un projet, notamment en matière de gestion de ses déchets ou d'émissions, etc., peut avoir des besoins en termes d'emploi spécifiques en la matière, peut avoir des recrutements sur des métiers justement pour accompagner la transition, des ingénieurs pour la conception, pour de l'éco-conception ou ce genre de choses. Ben, c'est adressable dans la politique sociale. Des enjeux de développement des compétences, comment est-ce qu'on accompagne les salariés d'une entreprise aujourd'hui engagée dans la transition en matière de formation, les enjeux de santé et sécurité au travail qu'il ne faut bien entendu pas négliger, hein, puisque qui dit nouvel emploi dit aussi nouvelle manière de travailler, nouveaux risques, nouvelles méthodes de travail qu'il faut prendre en compte, et puis la politique de sous-traitance. On l'a dit la dernière fois, on le redit, hein, les normes ESRS sont un reporting qui ne s'arrête pas aux frontières de l'entreprise, qui va chercher aussi ce qui se passe au niveau de la chaîne de valeur. Et qui dit chaîne de valeur dit sous-traitance. Souvent, dans le cadre des politiques sociales, c'est une information qui manque, hein. On a relativement peu d'informations, moins de qualité d'information quand on va sur l'intérim ou le sujet de la sous-traitance. Là, le reporting offert permet d'avoir une information relativement intéressante en la matière, certes à un niveau consolidé, mais qui dit niveau consolidé dit aussi que il faut que les filiales fournissent les éléments d'information. Donc, il y a matière aussi à questionner sur les pratiques en matière de sous-traitance pour pouvoir justement avoir un dialogue construit avec l'employeur sur ces questions. Donc, il y a de vrais enjeux hein, en matière de répartition des sujets entre les différentes consultations. L'une des questions, c'est que forcément, aujourd'hui, comme le texte prévoit que c'est dans le cadre des missions récurrentes
eh bien, on a encore forcément un flou hein, sur est-ce que la répartition qu'on propose ici apparaît assez naturelle, mais c'est pas forcément la pratique qui sera retenue par les entreprises. La doctrine considère aujourd'hui que par défaut, entre guillemets, comme le reporting de durabilité va être produit au même moment en fait que le reporting financier va être présenté au conseil d'administration et à l'assemblée générale dans les mêmes timings. La logique, en prenant cette logique-là, il considère que potentiellement tout le reporting serait traité au moment de la situation économique et financière. Bon, parler à ce moment-là de sujets qui ont attrait au futur, c'est pas forcément le meilleur moment. Nous, on considère qu'il faut répartir comme cela. Maintenant, à voir comment est-ce qu'on fait. Si on rentre sur l'architecture de la norme ESRS E1, donc en matière d'architecture, euh, donc, sur la norme en question, donc, on a globalement toutes les normes SRS sont calquées sur le même schéma. Il y a des éléments importants à fournir en matière de gouvernance. Donc ça rejoint notamment les obligations qu'on a évoquées la fois précédente avec les grandes lignes de reporting qui sont dans les normes transversales. Donc, transversale, la première et la deuxième norme transversale. On voit notamment le sujet de la prise en compte de la performance en matière de durabilité dans la rémunération des dirigeants, qui est un passage obligé sur lequel l'entreprise ne peut pas y échapper. Donc, il faut prendre en compte ce sujet-là. Le sujet de la stratégie, hein, donc le plan de transition climatique, dont le reporting sur la taxinomie, puisque la taxinomie demande aujourd'hui donc classifie les opérations et les activités des entreprises pour voir qu'est-ce qui est durable de ce qui ne l'est pas, et du coup, isoler dans la stratégie comment est-ce que l'entreprise accroît cette part d'activité durable. Donc ça, c'est un sujet qui est adressé au travers du pan stratégie. Et puis, un point aussi sur les interactions, des incidences, risques et opportunités qui ont été identifiés avec la stratégie. Ce que je disais tout à l'heure, un risque qui a été identifié pour l'entreprise d'inondation ou de sécheresse ou d'exposition de forte chaleur, etc. Comment est-ce que l'entreprise va prendre en compte ce risque-là dans le cadre de son activité, de manière à éventuellement assurer la continuité d'activité, protéger les salariés, etc. Donc, tout un ensemble de sujets qu'il faut aborder ici. Et puis, la gestion des incidences, risques et opportunités à proprement parler. Une fois qu'on a parlé de ça, c'est est-ce que l'entreprise dispose d'un processus d'identification, d'évaluation de ces incidences, risques et opportunités? Donc ça, c'est un point majeur hein, des normes ESRS au global repris dans ESRS E1. Les politiques liées à l'atténuation et à l'adaptation du changement climatique. Donc il y a deux choses, hein, deux thèmes différents sur lesquels on va s'attarder un peu plus tard. Parce qu'il y a d'un côté le sujet de la transition. Donc c'est comment faire pour arriver à une économie bas carbone. Et de l'autre, c'est comment on s'adapte aux changements qui sont d'ores et déjà constatés aujourd'hui. Je pense que tout le monde aura bien identifié que l'hiver qui vient de se terminer quand même a été particulièrement doux par rapport au passé. Hein. Donc les conditions climatiques évoluent avec des événements et des épisodes de soit forte chaleur, forte pluie ou forte période de froid qui s'intensifie. Comment est-ce qu'on s'adapte par rapport à ce contexte hein, qui est aujourd'hui auquel toutes les entreprises font face. Donc c'est un sujet d'adaptation. C'est plus dans le sujet de transition. Le sujet de transition, c'est pour limiter les impacts futurs. Et puis, quelles actions, quelles sont les ressources qui sont mises en œuvre par rapport à cette politique en matière de changement climatique? Qu'est-ce qu'on met comme moyen pour face à ces risques et ces opportunités? Et pour finir, donc, les métriques et les cibles. Donc, je disais sujet du passé et du futur avec des cibles en matière de transition, c'est donner des objectifs. Objectifs à 5 ans, objectifs à 2030, objectifs à 2050 de transition climatique. Qu'est-ce qu'on consomme comme énergie? L'énergie étant un poste important en matière d'émissions de CO2. Les émissions de GES, quel que soit le scope retenu, hein, émissions directes de l'entreprise, mais aussi de sa chaîne de valeur. Et puis les incidences financières de ces activités. Donc ça, c'est l'architecture de la norme qui reprend un ensemble d'éléments. Je vous rassure, l'objectif n'est pas que vous deveniez spécialiste de ça, donc on ne va pas rentrer dans cette architecture-là, mais on va essayer de voir comment est-ce que ces sujets sont applicables et sont mobilisables par vous dans le cadre de votre activité. Et donc ensuite, hein, quand on regarde la classification des aléas qui sont liés au changement climatique, on voit en fait qu'il y a une classification des aléas
qui peut être lié à l'ensemble des impacts possibles, hein. Il y a des risques qui sont d'un côté risques physiques et risques de transition. Quand on regarde, en tout cas pour ce qui est des risques physiques, on a des risques qui sont liés finalement à la température, les risques qui sont liés au vent, les risques qui sont liés à la perturbation du cycle de l'eau et aussi aux masses solides. Donc tout ça, érosion du littoral, dégradation des sols, c'est des sujets que vous reverrez d'ailleurs par ailleurs dans notre webinaire que je tease sur tout ce qui est sujet, les autres normes environnementales hein, autour de la pollution, de la biodiversité, de l'économie circulaire, de la gestion des déchets, enfin tout un ensemble de sujets qui sont par ailleurs aussi adressés par les normes ESRS et qui ont des liens en fait. Hein, rien n'est, c'est pas parce qu'il y a une norme par sujet qu'il n'y a pas de lien entre ces derniers, puisque le changement climatique impacte finalement aussi tout un ensemble d'autres sujets. On voit bien, notamment par rapport au sujet des températures, hein, le Code du travail, on aura l'occasion de le redire, aujourd'hui en termes de température, s'il y a des règles relativement précises hein, par rapport justement au travail par grand froid, autant sur le ressenti de la chaleur, là, il n'y a pas véritablement de règles sur à partir de quel moment, par exemple, un salarié a le droit de mobiliser son droit de retrait sur ces questions-là. Donc, même la jurisprudence diffère en fonction d'un cas ou d'un autre. On peut aboutir à des conclusions particulièrement différentes et une autorisation d'un droit de retrait sur une température donnée, mais pas sur une autre, parce que c'est pas les mêmes types d'activités, parce que c'est pas le même niveau d'exposition, de risque, etc. Donc, il y a un vrai sujet autour de ces problématiques-là et à gérer par les entreprises sur ces différents thèmes. Les risques sont classés en différentes catégories. Il y a des risques aigus, il y a des risques, donc de vagues de chaleur, les risques aigus donc qui peuvent être importants, et puis voilà et puis des risques qui sont plus modérés. Donc cette grille-là sert notamment pour la détermination de l'analyse de matérialité. Et puis derrière donc, si on classe les différentes thématiques abordées dans le cadre de SRS 1. L'impact de l'entreprise, pour nous, il y a 4 grands thèmes qui sont importants dans le cadre de la norme E1. Et donc, l'impact de l'entreprise sur le climat, et inversement, parce que le climat impacte aussi l'activité de l'entreprise, je disais, soit en termes de productivité ou en termes ne serait-ce que les événements climatiques qui peuvent avoir des conséquences financières particulièrement importantes. Quand vous avez une inondation qui touche un site industriel, eh bien, le site industriel peut être mis hors service pendant un certain temps. C'est un manque à gagner en termes de chiffre d'affaires, c'est des coûts de remise en état, donc tout un ensemble de charges qui sont à supporter. Et donc, de ce point de vue-là, il y a 2 notions qui sont importantes. La première, c'est l'établissement du bilan carbone. Ça, c'est pour mesurer l'impact de l'entreprise sur le climat. Et de l'autre, c'est la quantification des risques financiers qui sont associés au changement climatique. Donc, c'est l'exemple que j'évoquais, notamment de l'impact d'une inondation en matière de perte de chiffre d'affaires et éventuellement de coûts en matière de remise en état. Deuxième sujet qui est important, eh bien, c'est les plans de transition pour l'atténuation du changement climatique. Une feuille de route à mettre en œuvre et des mesures qui sont prévues ou à déployer en lien avec le sujet. Et puis, comme je disais, il y a aussi une obligation dans le texte d'avoir des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, je le redirai, mais des objectifs qui sont d'ailleurs sur une périodicité de 5 ans. Donc, première échéance pour les rapports qui seront publiés en 2025-2030, et ensuite par période de 5 ans, avec, si possible, des objectifs à 2050 en plus. Pour étayer un peu et donner une vision notamment à tous les lecteurs et plus précisément aux investisseurs, puisque l'objectif des normes, comme le rappelait Wouteux tout à l'heure, c'est quand même d'orienter la finance vers les activités les plus durables et celles qui ont vraiment engagé le travail vers la transition écologique. Donc, troisième sujet qui est le sujet de la résilience au changement climatique, donc sujet d'adaptation. Donc là, on regarde les risques et les opportunités qui peuvent peser sur l'entreprise. Je dis bien risques et opportunités, quelque chose que j'évoquais à la dernière fois qui est particulièrement important, puisqu'aujourd'hui, les entreprises, dans leur reporting extra-financier, qui ne sont pas des reportings conformes à ces normes-là, avaient plutôt une approche d'analyse de risque, un risque notamment d'image, risque pour l'entreprise en termes financiers, mais pas véritablement d'opportunité. Or,
la volonté de ces normes-là, c'est que les sujets de durabilité, comme on l'a déjà évoqué, deviennent une vraie composante, on va dire, de la stratégie mise en œuvre, que ça rentre dans l'ADN des entreprises, que ça devienne un sujet naturellement traité au même titre que la rentabilité financière. C'est-à-dire que rentabilité financière ne doit pas s'opposer avec un impact positif sur la planète et limiter au maximum l'impact négatif que ça peut avoir. Et donc, de ce point de vue-là, il y a aussi potentiellement des opportunités qui peuvent exister. Un bon exemple que je cite que je cite de ce point de vue-là, c'est que on est dans des secteurs, certains secteurs d'activité ont des opportunités de développement parce que les personnes changent leur manière leur comportement, abandonnent de plus en plus les moyens de transport les plus polluants, adoptent les modes de transport plus doux, entre guillemets, pour l'environnement, de la trottinette électrique, du vélo, etc., ce qui ouvre un marché assurantiel qui n'existait pas, par exemple, par le passé. Aujourd'hui, les trottinettes électriques, dans une étude, pour la France, la seule France, on estimait à plus d'1 milliard d'euros le chiffre d'affaires potentiel qui était lié à ce marché-là. Donc, il y a un vrai sujet autour de ça. Et puis, du coup, sur la manière dont l'entreprise éventuellement gère les risques et les opportunités qui ont été identifiées. Et puis, le dernier pan de reporting qui nous semble intéressant à regarder, c'est le sujet de l'énergie. Hein. L'entreprise peut être productrice d'énergie, mais elle l'est aussi consommatrice d'énergie. Et de ce point de vue-là, il y a tout un ensemble d'actions qui peuvent être mises en œuvre pour réduire l'empreinte énergétique. On a parlé de plan de sobriété, on aura l'occasion de reparler du sujet de la sobriété, mais c'est un sujet qui, du coup, pose aussi un certain nombre de questions en matière d'impact pour les salariés. Quand une entreprise décide de limiter la température à 19 degrés, à 19 degrés, certes, c'est pas une température qui est, on va dire, potentiellement néfaste pour la santé, mais par contre, il y a un sujet aussi, tout le monde n'est pas égaux en matière de sensations par rapport au froid et à la chaleur, et comment est-ce qu'on gère justement l'inconfort par rapport à ce sujet-là qu'il peut y avoir avec une température plus faible de chauffage par rapport à ce qu'on a d'habitude. C'est par exemple l'un des sujets qui peuvent être adressés. Donc, je disais, ces quatre thèmes-là, il y a des implications assez nettes, hein, avec des questionnements qui peuvent être posés en CSE. On a pris ici quelques exemples de sujets qui peuvent être adressés dans ce cadre-là. Quand on fait un bilan carbone de l'entreprise, eh bien, on va regarder un impact sur le climat et de la dépendance aux matières carbonées et du niveau d'avancement sur la transition climatique. On commence par faire un bilan. Ce bilan, l'ANI qu'évoquait Ute tout à l'heure planche bien sur le sujet en proposant une méthode, hein, en disant on commence par faire un bilan de là où on en est aujourd'hui sur notre impact sur le climat, ce qui nous permet de savoir derrière quelles sont les priorités à mettre en œuvre en matière de transition et les priorités qui sont mises en œuvre, on voit du coup quelles sont les implications qu'elles peuvent avoir pour les salariés en matière d'emploi et de conditions de travail. Les plans de transition climatique, identifier les enjeux pour les salariés des grands axes de plan de transformation, quels déjà moyens financiers et quels investissements vont être mis en place. Les évolutions en termes d'effectifs, est-ce que j'ai des activités qui vont être en décroissance sur lesquelles je vais avoir besoin de reconvertir des salariés? Est-ce que je vais avoir des tensions en matière de recrutement sur des sujets pour lesquels aujourd'hui il y a une tension sur le marché du travail parce qu'il y a une forte demande sur les profils en question. Quand on parle d'adaptation au changement climatique, c'est notamment quand on parle de forte chaleur, de forte pluie, ou par rapport aux situations de température extrême, eh bien, le réchauffement climatique qu'on subit aujourd'hui, ça génère de l'effet de serre qui génère potentiellement des concentrations en ozone. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a une alerte préfecture qui dit demain qu'il y a une trop forte concentration en ozone et qui demande aux personnes de rester chez eux? Est-ce qu'on demande aux salariés d'aller sur site? Lorsqu'il y a une inondation et que des routes sont coupées, est-ce qu'on demande quand même aux salariés d'aller sur site? Comment est-ce qu'on assure une continuité d'activité? Est-ce que si on demande aux salariés de rester chez eux, on va les rémunérer malgré tout? Est-ce qu'on va leur compenser le manque à gagner en termes de salaire? Tout ça, c'est des sujets qui peuvent être adressés au regard des thématiques et des risques qui ont été identifiés dans le cadre des textes qui sont ici. En matière d'énergie, l'aide à l'identification des leviers potentiels pour les plans de sobriété énergétique et du coup, comme je disais, les conséquences que ça peut avoir. Est-ce qu'on a besoin de faire de la rénovation thermique sur les bâtiments? Du coup, la période intermédiaire, si on a besoin de libérer les bâtiments,
ça génère potentiellement des sujets en termes de déménagement, d'aménagement des espaces et potentiellement aussi d'aménagement des espaces une fois que la rénovation énergétique du bâtiment a été faite. Vous voyez quand même tout un ensemble de thèmes qui, finalement, en partant de ce reporting-là, peuvent être adressés dans le cadre d'un dialogue construit avec l'employeur sur la base des informations qui sont présentées dans ce reporting-là. Et donc, si on prend quelques exemples d'événements liés à la transition. On peut peut-être passer parce que sinon, il n'y a pas assez de temps pour expliquer les bilans carbone et tout ça, Ouais, les exemples. Parce que ok. les slides seront disponibles de toute façon. Ce sont des exemples de la CSRD qu'on a pris. Alors, en matière d'impact de l'entreprise sur le climat et de changement climatique sur l'entreprise, à notre sens, il y a un point effectivement, et je pense qu'après on pourra s'arrêter pour un premier d'autres questions éventuellement. Qu'est-ce qu'un bilan carbone très rapidement? Peut-être pour partir de là. Un bilan carbone, c'est une image de l'impact estimé de l'activité de l'entreprise en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Comme le bilan comptable d'une entreprise montre le patrimoine de la société, un bilan carbone va montrer l'impact estimé de son activité en matière d'émissions de carbone. Et donc là, en fait, comment est-ce qu'on fait? On va traduire en équivalent tonnes d'équivalent CO2, en tonnes d'équivalent CO2, les émissions de gaz à effet de serre, des principaux gaz à effet de serre qui ont été identifiés. Il en existe 4 grandes familles. Donc le dioxyde de carbone, donc ça c'est le CO2, qui est le plus présent dans l'atmosphère. Le méthane, qui a une concentration beaucoup plus forte, le protoxyde d'azote et les gaz fluorés. Donc c'est ces 4-là pour lesquels il y a aujourd'hui des bases scientifiques basées sur le pouvoir de réchauffement global de chacun des gaz. On estime l'équivalence en tonnes d'équivalent CO2 qui nous donne une table de correspondance qui nous permet d'estimer le niveau d'émissions de gaz à effet de serre au niveau de l'entreprise et au niveau mondial plus globalement. Donc ça, c'est des règles, c'est des tableaux qui sont disponibles notamment auprès du GIEC et donc du coup qui font référence au niveau international. Une fois qu'on a dit ça, on a dit que le reporting ESRS était sur la totalité de la chaîne de valeur. C'est déjà le cas dans le bilan carbone aussi, c'est-à-dire qu'on classe les différentes émissions en 3 scopes. Le scope 1, c'est en gros les émissions directes qui sont liées à l'activité de l'entreprise. Le scope 2, qui est lié à l'empreinte énergétique, c'est en gros pourquoi on distingue les deux, c'est que quand j'allume l'interrupteur pour allumer la lumière, eh bien c'est pas moi qui je consomme l'énergie, mais c'est pas moi qui produis l'énergie. Donc je suis consommateur, je décide du niveau de consommation, mais la production de l'énergie, c'est un EDF qui va me fournir l'énergie nécessaire, par exemple. Et donc, c'est une consommation, entre guillemets, un peu indirecte, donc l'empreinte énergétique qui est dans le scope 2. Et puis, le scope 3, c'est tout le reste. Donc, c'est les émissions nécessaires à mon activité en amont et c'est les émissions nécessaires en aval. Un exemple qu'on aime bien donner en la matière, quand on parle de la voiture électrique qui est réputée pas polluante du tout, c'est vrai. Dans l'absolu, dans son cycle de vie, une fois que l'entreprise a été commercialisée et que voilà, elle arrive dans les mains du consommateur. Mais il n'empêche que les émissions d'une voiture ne s'arrêtent pas uniquement là, puisqu'il faut prendre aussi toutes les émissions qui ont été nécessaires à la production du matériel pour la construction et puis toutes les émissions derrière pour le recyclage des batteries électriques, etc. et de tous les autres composants. Donc, dans une économie où les ressources sont finies, tout ça doit être pris en compte. Donc, c'est tout l'ensemble de cycle de vie du produit qui doit être mobilisé. Donc, on est sur un reporting qui est très, très large, vous l'aurez compris, et qui va jusqu'au scope 3. Et qui couvre la totalité de la chaîne de valeur, comme je le disais, avec aussi bien les sous-traitants que les distributeurs, que les consommateurs. Donc, c'est bien le sujet. Quand on est dans le secteur de l'industrie et qu'on produit des smartphones, eh bien, la consommation de la durée de vie du smartphone, si on considère que la durée moyenne est de 3 ans ou 4 ans, la consommation électrique à chaque fois que le client qui l'a acheté le recharge, eh bien, c'est aussi dans le bilan carbone de l'entreprise qu'il a acheté, pour donner cet exemple-là. Et donc, de bilan carbone, c'est donc des informations chiffrées, puisqu'on traduit en chiffres, en tonnes équivalent CO2 l'activité de la société, et avec un certain nombre de règles, puisqu'on parle d'émissions brutes par opposition à net. Pourquoi brutes? Parce que les entreprises ont aussi la possibilité d'investir dans des projets de compensation carbone.
par exemple en disant je vais investir pour reboiser dans la forêt, recréer des espaces de forêt qui constituent finalement des puits de carbone naturels, eh bien ça c'est certes potentiellement positif, mais un peu souvent sujet à polémique, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Les émissions, elles sont donc brutes. C'est mon activité, qu'est-ce qu'elle génère comme émission, sans tenir compte de ce qui est potentiel en matière de compensation. Ce sont les émissions, on peut parler aussi d'émissions totales de GES en euros de chiffre d'affaires, donc le point de vue relatif, de dire avoir une meilleure efficacité en matière d'émissions de carbone, mais le plus important, ça reste quand même d'avoir des émissions brutes, parce que l'atteinte des objectifs nécessite, donc de l'UE nécessite une baisse des émissions brutes de gaz à effet de serre et non pas des émissions relatives. Et puis, en troisième, du coup, les émissions de GES absorbées ou atténuées grâce au projet monnaie ou financées par l'entreprise. Et donc là, ces thèmes-là appellent aussi des sujets, puisqu'on va avoir l'impact de l'entreprise sur le climat pour disposer de référentiels qui permettent de mieux mesurer les efforts réalisés ou qui restent à réaliser, mesurer la performance relative face à ses concurrents, puis pour pouvoir se comparer et voir l'état d'avancement par rapport aux autres, et puis connaître le niveau de recours par l'entreprise aux méthodes d'absorption ou d'atténuation des émissions de GES, qui, je disais, au jour d'aujourd'hui, sont, quand on sort, on va dire, des puits de carbone naturels, relativement peu développés, beaucoup trop énergivores pour que ce soit véritablement rentable. Et donc, il y a deux types de risques qui sont liés au sujet de du climat. Les risques peuvent être physiques. On le comprend aisément. Quand on a une inondation, eh bien, on a des détériorations matérielles qui se produisent et on a un risque de transition. Le risque de transition, typiquement, c'est je m'engage dans une transition de mon industrie vers des nouvelles technologies bas carbone. Eh bien, ça va me générer un risque de perte de clients potentiels, de renchérissement des coûts. Un bon exemple qu'on peut donner de ce point de vue-là, on a vu la BNP assez récemment, l'année dernière, en tout cas, annoncer qu'elle se retirait complètement du financement des hydrocarbures. Et du coup, certains États américains très producteurs de pétrole qui ont décidé d'arrêter complètement de travailler avec la BNP parce qu'ils se sont retirés de ce type de financement-là. Et donc ça, on voit un risque de perte de clients qui est lié à une décision qui est liée finalement à la stratégie de transition d'une entreprise. Donc tout ça joue en faveur finalement, enfin tout ça, c'est des thèmes qui doivent être abordés dans le rapport de durabilité et qui peuvent avoir des conséquences du coup sur l'activité et puis sur les salariés derrière. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions, on peut prendre quelques minutes. Il y a une question et moi j'en ai une aussi. C'est en fait quelqu'un qui dit, est-ce que c'est bien vrai aujourd'hui que les entreprises ne doivent publier que leur bilan carbone du scope 1 et 2? Et je vais peut-être rajouter la mienne. C'est effectivement, je trouve que sur le slide avant-dernier, quand on parlait des émissions brutes, des émissions totales, des émissions absorbées, etc., je trouve que c'est, même si j'ai lu la norme, assez perturbant quand même, parce qu'on a l'impression qu'il y a 36, enfin au moins 3 manières de calculer. Et qu'est-ce qui est bon? Est-ce que les entreprises vont utiliser une ou l'autre ou les trois? Voilà. Alors, pour la première question, effectivement, aujourd'hui, ce qui est obligatoire en France dans le bilan carbone, c'est bien les scopes 1 et 2. Le scope 3 n'est pas obligatoire en termes de communication. C'est bien du coup une nouveauté qui va être introduite par le texte. Alors, les grandes entreprises, pour certaines, communiquent sur le scope 3, pas toutes. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne mettent aucune information sur le scope 3 dans les rapports aujourd'hui de durabilité. Il y en a d'autres qui le font, mais de manière plus volontaire en lien avec les cadres internationaux. Demain, dans le cadre du reporting ESRS, le scope 3 est obligatoire en matière de reporting. Donc, clairement, pas forcément dans un premier temps dès 2025, parce qu'on laisse le temps aux entreprises de s'adapter et d'aller chercher l'information, parce qu'on comprend bien qu'il faut aller chercher l'information dans la chaîne de valeur. Donc là, on laisse 3 ans pour aller chercher l'information dans la chaîne de valeur. Mais à terme, oui, le scope 3 va devenir obligatoire, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et sur la deuxième question, à mon sens, au regard de la norme, il n'y a pas véritablement beaucoup de risques que les entreprises fassent différemment parce que la règle est très claire dans la norme E1, c'est-à-dire que les émissions, elles doivent être précisées en valeur brute, montant total. Donc ça, c'est obligatoire. Si elles veulent mettre en euros par chiffre d'affaires ou en relatif, c'est en complément. Donc c'est une information supplémentaire. Mais la valeur brute est la valeur qui est demandée de base et c'est la seule qui est reconnue aujourd'hui.
l'atténuation vient aussi en supplément. C'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup de notions qui sont d'ailleurs reprises des cadres existants pour l'établissement des bilans carbone. Et je redis, hein, l'objectif, c'est pour vérifier que l'Union européenne est bien en ligne pour l'atteinte des objectifs de neutralité carbone en 2050. Le GIEC a établi des estimations de budget carbone restant à l'horizon 2050. Et qui dit budget carbone restant, c'est dire il y a tant d'équivalents de CO2 qu'on peut encore émettre à l'horizon 2050. C'est pas de dire par euro de chiffre d'affaires, c'est non, il y a tant de. Voilà, donc en fonction, quel que soit le niveau d'activité, il ne faut pas qu'on dépasse ce quota-là qu'on a. Et donc c'est pour ça que c'est important de communiquer sur la valeur totale et pas sur la valeur relative. Et c'est pourquoi ça aussi qu'on insiste sur ce point-là. Voilà. Merci beaucoup. OK. Ben, du coup, on transite sur les transitions. Exactement. On poursuit sur la transition pour finir sur donc transition, adaptation et puis sujet notamment de la gouvernance et de la rémunération. Si on va sur le sujet de la transition, donc rappel juste de l'objectif de l'accord de Paris, hein, puisque c'est de là que tout part en matière climatique. Deux objectifs, vous voyez en vert et en jaune. On aime bien le rappeler parce que les entreprises se sont pour la plupart, quand elles communiquent dans leurs rapports financiers, calées sur on est en ligne avec le plus de degrés. Plus de degrés, ça veut dire la neutralité carbone en 2075. Ce n'est pas la neutralité carbone en 2050. Or, l'Union européenne vise la neutralité carbone en 2050. La neutralité carbone en 2050 correspond à un objectif de limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport au niveau constaté pré-industriel. Quand je dis ça, ça a toute son importance parce que ça pose plusieurs questions. Quelle est l'année de référence qui est utilisée dans les reportings des entreprises pour définir les objectifs, hein, quand on vous dit moins 55% par rapport à l'an 2000 ou par rapport à 1990, ce n'est pas la même chose. Surtout quand on est par exemple dans une entreprise du secteur informatique où on voit les usages numériques qui se sont développés dans les années 2000, 2010, voire 2020 avec le Covid où tout le monde a fait du télétravail à minima lorsque c'était possible. Donc on voit des usages informatiques qui ont explosé au cours des 20 dernières années. Donc c'est pas la même chose de prendre un point de départ de 1990 où les émissions étaient plus faibles que de prendre un 2000 ou un 2010. Et puis, dire 1,5 ou 2 degrés, ça a aussi son importance puisque c'est viser les objectifs de l'Union européenne, viser un objectif qui est moins 10 ans par rapport à ce qui était fixé. Il faut bien se dire que le plus 2 degrés, c'est vraiment une limite que les décideurs se sont donnés à l'époque en disant c'est le minimum, quoi. Et l'objectif, c'est vraiment de tendre vers le 1,5. Donc ça, c'est pour tracer le cadre. Donc, et comme je disais, on a un quota restant d'émissions de gaz à effet de serre et on voit bien avec les deux graphiques qu'on a mis ici en page 27 que plus on attend, plus l'effort en fait pour la marche à gravir sera importante puisque on a un quota qui est limité de gaz à effet de serre. Si on a émis beaucoup les premières années, ben, le quota se réduit pour les dernières. Si on veut rester dans la ligne du 1,5 à 2 degrés qui ont été fixés. Donc clairement, plus la transition aura commencé vite, plus les efforts auront commencé à être réalisés, plus déjà l'effort d'investissement financier s'étalera dans le temps, et moins la transition sera ardue pour les entreprises et par ricochet pour les salariés et pour les travailleurs. Donc les grands principes à respecter dans les plans de transition sont énoncés dans les textes, hein, c'est prendre en compte l'ensemble des émissions de GES liées à l'activité, permettre de générer une diminution des émissions en valeur absolue. Donc, on reboucle par rapport à la question que tu as posée, Outeux. Donc, c'est vraiment en valeur absolue qu'il faut que ça apparaisse. Expliquer les leviers de décarbonation qui ont été retenus. Donc, tout ça, ça rentre dans la stratégie. Quantifier les investissements et les financements nécessaires à la mise en œuvre du plan de transition. Être challengé au regard des scénarios scientifiques. Il ne faut pas que ça sorte du chapeau, hein. Il faut qu'il y ait une vraie base scientifique derrière. Donc, il y a aujourd'hui des initiatives comme le SBTI qui permettent de valider donc les plans de transition avec toutes les précautions qu'on peut prendre sur les modèles qui sont utilisés par ces instances-là. Présenter un objectif de réduction à horizon à minima 2030, je disais, avec des périodicités de 5 ans par la suite, voire à 2050 dès aujourd'hui lorsque c'est possible, mais au moins 2030. Avec des objectifs intermédiaires par période quinquennale. Donc, vous voyez que là, il y a un vrai sujet de stratégie, puisque le texte demande qu'il y ait un objectif à 2030. Donc, on est sur de l'horizon à moyen terme. Et puis, une révision dynamique au regard des progrès individuels de l'entreprise et des progrès collectifs, bien sûr, de la société, mais aussi des avancées scientifiques. Toujours garder ce point-là à l'esprit, hein.
Je vous ai mis des chiffres, donc du coup tirés du GIEC sur les équivalents tonnes CO2 des différents gaz à effet de serre. C'est au regard des connaissances aujourd'hui actuelles de la science. Si demain les connaissances évoluent, ces chiffres-là ont été révisés à plusieurs reprises et les connaissances scientifiques avançant et heureusement pour nous, les estimations s'affinent et donc bien entendu les entreprises doivent tenir compte de ça dans leur stratégie pour s'adapter. Et donc, en matière de stratégie de décarbonation, les normes elles-mêmes prévoient quelques exemples qu'on vous met ici. Hein. Ça, c'est idéalement ce qu'on pourrait trouver dans un rapport ESRS demain, avec un bridge qui vous donne chaque levier de décarbonation, d'où on part, où est-ce qu'on va et qu'est-ce que chaque levier va générer comme économie. C'est autant de questionnements qui peuvent être posés à l'employeur sur comment, du coup, ça s'insère avec l'impact sur les salariés et l'emploi. Exemple tiré de la pratique de ce qui existe aujourd'hui, le cas de Michelin, on voit qu'on est assez loin de ça, hein, même s'il y a une, une méthode et une description qui est quand même très détaillée sur ce qu'ils veulent faire hein, pour les principaux secteurs d'activité. On voit quand même qu'ils ont respecté au moins cet objectif-là à 2030 dès maintenant. Hein. Ils fixent déjà des objectifs à 2030 en matière de réduction d'impact de CO2. Alors l'année de référence, on voit que parfois c'est 2010, parfois c'est 2018. Donc il y a une question à poser autour de ça. Et puis, il y a un texte accompagnant qui donne aussi des cibles pour 2030 sur les principaux axes. Et puis, comment est-ce qu'ils font pour réduire? On voit transporter moins, levier fondamental, etc. Donc, en matière de thèmes utilisables, on a les politiques de R&D, comment l'entreprise exploite les opportunités qui sont offertes par la transition climatique. Hein. Il y a aujourd'hui beaucoup de discussions autour des principes d'éco-conception des produits. Quelles évolutions en matière de technologie, si on utilise de nouvelles technologies, une verrerie qui va passer de fours thermiques à des fours électriques, qu'est-ce que ça implique pour l'entreprise en matière d'investissement, en matière de financement, en matière de formation pour ses salariés aux nouvelles méthodes qui vont être utilisées, quelle évolution besoins associés en termes de nouvelles compétences, etc. Les termes de plan de sobriété, hein, on aura l'occasion d'en reparler, donc je ne vais pas m'étendre forcément sur ces derniers. Et puis les plans de transition, est-ce qu'il y a des métiers qui sont menacés au titre de la transition climatique? Est-ce qu'il y a des métiers qui vont connaître une croissance significative? Est-ce que l'entreprise garantit l'employabilité des personnes dont les postes vont être touchés, etc. Il y a vraiment beaucoup d'enjeux autour de ces questions-là. Et donc, voilà, au-delà de ça, donc je disais beaucoup de sujets autour de la transition, mais aussi autour de l'adaptation. L'adaptation, il y a tout un ensemble d'identification d'actifs, de sites stratégiques de l'entreprise qui peuvent être touchés. On identifie les aléas climatiques pertinents pour les activités. On analyse les conséquences des aléas climatiques identifiés sur le modèle de l'entreprise et des mesures d'atténuation. Donc, un bon exemple que j'ai en tête d'une entreprise qui a subi l'année dernière, avec laquelle on a travaillé, qui a subi des intempéries très forts d'inondation où l'usine a été complètement inondée. Mais le premier jour, certains managers qui demandaient aux salariés de trouver des chemins alternatifs pour quand même réussir à aller sur site, alors que l'essentiel des routes était coupé. Donc, ça pose un vrai sujet de santé au travail pour les salariés. S'il a un accident pendant le trajet, ça pose une vraie difficulté. Comment, du coup, si on demande aux salariés de rester sur place, je redis, est-ce que les personnes sont indemnisées ou pas? Comment est-ce qu'on fait? Donc, tout ça, c'est des sujets d'adaptation par rapport au changement climatique et aux événements auxquels toute entreprise aujourd'hui est concernée. Donc, c'est un vrai sujet. Et puis, donc, du coup, quelles sont des questions légitimes, je disais, qui peuvent être posées, s'il y a des plans de continuité d'activité, comment est-ce qu'ils impactent les conditions de travail lorsqu'on a besoin d'avoir des astreintes, quelles sont les contraintes qui sont induites, quelles sont les compensations qu'on peut mettre en œuvre. Les risques qui sont liés au changement climatique, est-ce qu'ils ont été identifiés dans le DUERP ou pas? Puisqu'il y a une identification des risques dans le rapport ESRS. Est-ce qu'ils ont été repris dans le DUERP qui est présenté aux instances du CSE ou pas? Est-ce qu'ils sont repris dans le plan d'action associé ou pas? Est-ce que les mesures d'adaptation au changement climatique impactent l'équilibre vie privée, vie professionnelle aussi? Parce que ça peut avoir des effets aussi en la matière. Hein. Quand on met en place des mécanismes d'astreinte pour les salariés, eh bien, il faut voir qu'est-ce que ça peut avoir comme implication derrière. Et puis, que je disais, le sujet de l'indemnisation. Donc, tout ça, c'est des thèmes qui peuvent être abordés. Et puis, pour finir, je disais, un point important qui est dans les ESRS, ils tiennent à ce que les sujets soient pris en compte par la gouvernance. Et donc, à notre sens,
On remet un point qu'on a déjà évoqué dans de précédents webinaires, hein, mais un autre sens, c'est un point important puisque demain, on dit comment est-ce que comment l'entreprise prend-elle en compte les sujets de durabilité dans la rémunération des dirigeants? Ça doit être communiqué. Si l'entreprise ne le fait pas, bah, tant pis, mais elle doit le dire. Elle doit dire qu'elle ne prend pas en compte. Et elle doit l'écrire, donc elle doit l'assumer. Et si elle le fait, comment est-ce qu'elle le fait? Or, aujourd'hui, l'intéressement permet aussi, par exemple, d'avoir justement des indicateurs de durabilité dedans. Puisque depuis la loi Pacte, on peut mettre des indicateurs RSE dans un accord d'intéressement. Or, l'objectif d'une rémunération variable d'un dirigeant, c'est quoi? Eh ben, c'est de permettre d'aligner l'intérêt du dirigeant sur la volonté de l'entreprise, notamment d'aller vers ces thèmes-là. Et puis, la volonté de l'intéressement, c'est pas d'orienter aussi les salariés vers l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Donc, il y a une convergence ici. Pourquoi ne pas faire en sorte que ce soit des indicateurs communs qui soient mis en place dans les deux cas? Vu qu'il y a une transparence dans les normes ESRS sur les critères de rémunération variable qui est demandé et comment ces thèmes-là sont pris, pourquoi ne pas s'en inspirer dans le cadre des accords d'intéressement lorsque cela est pertinent? Par exemple, donc un exemple d'utilisation pratique pour vous. Et on peut s'arrêter là pour laisser la place pour les minutes qui restent aux questions s'il y en a. Super génial, tu as tenu les temps parfaitement. Je ne vois pas de questions là pour l'instant, mais en fait, j'ai trois remarques quand même. C'est quand tu parlais un peu avant, en fait, avant les plans de transition des scénarios scientifiques, en fait, ça me semble. En fait, si moi j'étais dans l'entreprise, ce serait assez angoissant pour moi de dire ben demain, peut-être que les mesures vont changer parce que la science a avancé. Donc, je mesure tout de façon différente. Donc, ça, c'est un peu. Mais en même temps, bon, on ne peut pas y échapper. Mais c'est vrai que les mesures, notamment du scope 3, s'affinent de plus en plus. Oui. Et voilà, ça devient encore plus complexe. Et après, j'aimerais bien que tu nous parles un peu, enfin, des plans de continuité d'activité qui sont quand même, me semble-t-il, un des outils majeurs, en fait, pour au moins, enfin, l'adaptation au changement climatique et surtout aux risques physiques, en fait. Et, et un troisième, c'est les grandes chaleurs, travail sous les grandes chaleurs, mais on va peut-être l'aborder dans le prochain webinaire. Donc, ne te sens pas obligé, parce que c'est vrai qu'on a 2 minutes. Ouais. Bah, je suis d'accord avec toi sur le fait effectivement que l'avancée des scientifiques pose des questions. Ensuite, maintenant, effectivement, ce que dit le texte, en gros, c'est que on communique sur la base les objectifs qu'on communique, on communique sur la base d'une année de référence. Donc, en gros, quand il y a une avancée scientifique, on va mettre à jour, on va dire, nos méthodes de travail pour tenir compte des nouveaux paramètres. Mais on ne va pas le refaire de manière rétrospective historique, on va le faire uniquement à partir de ce moment-là. Et donc, du coup, on fixe cette nouvelle année de référence pour dire, ben, on fixe la date en disant, ben, par rapport au cadre passé, on a fait tel effort, on est arrivé là. Et là, par rapport au nouveau cadre, ben, on repart sur un nouveau cycle. Voilà la nouvelle référence. Ben, forcément, c'est à date d'aujourd'hui, puisque je ne vais pas recalculer ce que j'ai fait par le passé. Là, ça devient une usine à gaz complètement ingérable. Et je vais refixer des objectifs sur cette nouvelle base, quelque part. Donc ça, c'est le plus logique et le plus simple pour que ce soit le moins coûteux pour l'entreprise. Le sujet du plan continuité d'activité, pour moi, est effectivement fondamental parce que en matière d'adaptation au changement climatique, c'est un sujet qui peut effectivement être un sujet de débat au sein d'un CSE. Quand on décide, par exemple, quand on a une activité informatique, pour dire celle-là, par exemple, on a nos serveurs informatiques qui sont localisés à un endroit donné. Si cet endroit subit une inondation, on se retrouve sans activité. Le fait de le délocaliser à l'étranger, le fait de le mettre dans une autre ville ou le fait de développer une activité ailleurs avec un site de backup, ça implique aussi une consultation du CSE, à mon sens, pour regarder justement les implications que ça peut avoir, que ce soit en matière d'emploi, en matière de conséquences, en matière d'externalisation, s'il y a une politique d'externalisation, etc. Donc il y a tout un ensemble de pans de sujets qui peuvent être abordés au regard des plans de continuité d'activité qui sont liés à des événements climatiques. Parfois, dans des secteurs il y a des secteurs qui sont très familiers de ça. Je pense au secteur de la banque, de l'assurance, qui ont ce type de plan-là, ou de l'informatique, qui sont familiers des plans de continuité d'activité, même d'un point de vue réglementaire. Mais il y en a d'autres qui vont devoir s'y mettre. C'est-à-dire que dans l'industrie aujourd'hui, il y a un certain nombre de secteurs qui ne sont pas forcément
ou d'entreprises qui ne sont pas les entreprises de grande taille, généralement, elles ont ce type de procédé, mais quand on est sur une entreprise de taille moyenne, peut-être qu'elles n'ont pas les moyens de le faire. Demain, ça peut les obliger, en tout cas, ou en tout cas, ça peut poser le débat d'un CSE qui, constatant en tout cas ces risques-là, bah, va aller sur ce thème. Pour dire, bah, est-ce que vous n'allez pas mettre en place un plan de continuité d'activité? Ça peut être le CSE qui est initiateur justement de la discussion sur le sujet. Et puis sur les fortes chaleurs, effectivement, je disais, aujourd'hui dans le Code du travail, il n'y a pas véritablement de règles en la matière sur la manière de travailler dans le cadre d'une forte chaleur. Et donc ça, c'est du coup potentiellement au CSE de prendre, on va dire, à bras le corps le sujet et de évoquer le point pour que l'entreprise, en tout cas, donne une doctrine précise sur le sujet et voire à interroger l'inspection du travail, à discuter avec eux pour avoir leur avis sur le droit de retrait, pour ne pas se retrouver devant le fait accompli finalement et d'avoir au moins une première ligne de garde-fou au départ sur qu'est-ce qu'on fait quand les températures dépassent les 40 degrés ou 35 degrés. Enfin voilà, en fonction des entreprises, ça peut être des sujets très différents, quoi. Mm. Mais comme tu disais, on aura l'occasion, je pense, de revenir sur ce thème-là lors d'un prochain webinaire. Oui, là j'ai en fait une personne qui voudrait que tu remettes le slide que tu as tiré de l'ANC. Je vais essayer, voilà, c'est le guide de l'ANC en fait que tu as Ouais, utilisé, le slide 29, voilà, c'est ouais. ça. C'est dans le guide, je viens de le mettre là dans le chat. Euh, et voilà. Et est-ce que la CFDT a des fiches pratiques pour être force de proposition dans la structure? C'est en fait, on a pas mal de fiches pratiques qui sont sur notre site, pour ceux qui sont adhérents, sur le site de la transition écologique. Alors maintenant, je ne sais pas si on a déjà quelque chose sur les trajectoires, etc. Je ne pense pas, mais on a beaucoup, beaucoup de choses. Après, il y a aussi les informations d'ADEME. En fait, vous trouvez tout un tas de documents aussi dans l'ANI. L'ANI est une vraie source d'informations qui donne plein de détails sur où chercher les informations. Et je suis quasiment sûre que là, sur le forfait de mobilité durable, bon, ça, on a des textes à la CFDT ou référencer une série de prestataires pour faire évoluer les pratiques dans l'entreprise. Les séries de prestataires, ce seraient des gens comme toi, Nadji, des experts, j'imagine, non? Si je... Je ne sais pas s'il parle de nous. Si c'est nous, oui, je pense que ça existe. Enfin, ça c'est toi qui peux dire plus, mais la CFDT a effectivement des partenaires avec lesquels elle travaille. Oui, Mais oui, ensuite, oui. il y a aussi, Après, chaque entreprise les ouais, a. Hein. c'est ça. Ensuite, chaque Parce... entreprise, généralement maintenant, fait aussi une plateforme, a une plateforme de Voilà. recueil d'informations extra-financières sur les prestataires avec lesquels eux travaillent. Si c'est la question porte plutôt sur les entreprises, comment elles font dans leur politique d'appel d'offres, etc. Si c'est ça la question, il y a Non, en fait, Provisis, il y a un ensemble de prestataires qui proposent aujourd'hui des services pour aller chercher ces informations-là auprès des fournisseurs des grands donneurs d'ordre, notamment. là, c'est est-ce que la CFDT dispose des fiches pratiques? Oui. Par exemple, un forfait mobilité, oui, on a ça. Donc, allez sur notre site. Sinon, ben, pour les prestataires, ben, Nadji vient de répondre. Référencer une série de prestataires pour faire évoluer les pratiques dans l'entreprise. Par exemple, le passage chez Télécoop avec offre mobile professionnel engagé sur la sobriété carbone. On peut en parler la prochaine fois aussi quand on va parler de sobriété, je pense. Ouais. Voilà. Et sinon, ben, on nous dit, je dois vous quitter, merci. Et voilà. Donc, nous aussi, on doit vous quitter. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Nadji, parce que même pour moi qui a lu la norme et j'ai écouté les gens là-dessus, mais c'est vrai que la norme E1, elle est à la fois pas très longue, mais elle est quand même compliquée. Ouais. Voilà. Ben, merci Bah, merci à beaucoup. tous et À bientôt. à bientôt. Merci. Merci, au revoir.